Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous regardez ou vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Catch Up, 43e édition, croyez-le ou non. On va explorer aujourd'hui Monday Night Raw du 20 février 2017 qui se passe à Los Angeles. Et avec moi, pour faire le tour de la question, l'amiral Armbar. Amiral, comment vas-tu ? Salut, écoute, je vais très bien, je suis content de commenter ce Raw qui se passe donc au Staples Center de Los Angeles, celle que je connais bien. J'ai jamais vu un show là-bas, à chaque fois j'ai loupé SummerSlam quand c'était à Los Angeles, j'étais jamais là-bas, mais voilà, j'ai eu des bons concerts quand même au Staples Center, donc je suis content de commenter ce Raw-là. Bien belle salle, pleine de souvenirs pour l'amiral. Ouais, complètement. Et des souvenirs, on va en avoir ce soir. Alors au programme, Kevin Owens s'explique, Brock Lesnar s'explique également, Bayley est face à un choix cornélien et Strowman affronte le Big Show. Tout ça ce soir, et ça démarre par quoi ? Ça démarre par Kevin Owens, le champion de l'univers, ce saligo qui la semaine dernière a détruit son meilleur ami Y2J, le champion US, Chris Jericho. Il l'a passé à tabac, il a trahi l'amitié. Et ce soir, il est au centre du ring, à califourchon, sur une chaise. Le public est plongé dans le noir et il y a un spotlight qui tombe sur lui. Il est au centre de toutes les attentions. Et donc, ce soir, il nous explique qu'effectivement, le spotlight est pour lui, qui va pouvoir s'expliquer. Il raconte que il y a tant d'années, si on lui avait dit qu'il se retrouverait dans un pay-per-view de la WWE à défendre son titre face à Goldberg, eh bien il l'aurait pas cru. Mais il savait quand même qu'il serait dans un pay-per-view pour défendre sa ceinture. Mais Goldberg l'a jamais impressionné. Si Goldberg a réussi à battre Brock Lesnar, c'est parce que Brock Lesnar a sous-estimé Goldberg, que Goldberg a été chanceux. À Fastlane, Kevin Owens va jouer l'intelligence. Il aura juste à faire durer le match, parce qu'on sait que Goldberg, si les matchs durent longtemps, il est pas très bon. Kevin Owens, il est le meilleur pour le jeu. Il know how to play the game. Il va pas se laisser utiliser pour alimenter la fantaisie de Goldberg là, qui se prend pour un super-héros. Il a bien expliqué qu'il voulait catcher pour impressionner son fils, pour catcher une fois devant son fils et sa femme, montrer aux gens qu'il est un héros. Kevin Owens, lui, il va prouver que les super-héros, ça n'existe pas. Et pour conclure, il pastiche la catchphrase de Goldberg, parce que Goldberg est toujours You're next. Là, Kevin Owens, il explique You're nothing. Tu n'es rien. Mais il reste une chose à expliquer pour Kevin Owens. Il y a un sujet qu'il doit aborder, c'est Y2J. Donc pour ce qui concerne Chris Jericho, eh bien Kevin Owens se lève et il jette son micro par terre. Voilà, il n'y a rien à dire sur Chris Jericho, il s'en va. Ainsi se termine cette ouverture de show. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon bon amiral ? Moi j'ai beaucoup aimé cette promo. Vraiment, c'était sobre, voilà, tout était simple, le spotlight sur Kevin Owens, il raconte son texte, il est bon au micro comme on le connaît, il met l'emphase sur les bons mots, ça marche. Vraiment là pour le coup, même s'il avait été booké assez faiblard sur son run de champion, là on le sent vraiment. Ok, je peux me le faire, Goldberg, c'est pas un souci. J'assume, il y a aucun problème. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette promo. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il n'adresse pas la question Chris Jericho. Ça, je trouvais plutôt malin. Plutôt qu'on ait la réponse ou qu'on ait les éléments, qu'on sache ce qui s'est dit entre Owens et Triple H la semaine dernière. Maintenant, c'est un peu dommage. Donc du coup, faire du suspense là-dessus, c'est cool. Donc vraiment, dans chouette promo. Puis voilà, la pastiche de la phrase, la catchphrase de Goldberg, You're nothing. Ça marche. Donc moi, je suis content. Efficacité, Kevin Owens qui là au milieu du ring, qui joue enfin sa position de champion de l'univers. Effectivement, on est content de le voir comme ça face à la caméra, cracher son venin. Maintenant, moi je trouve que ça sent un peu l'écriture.
c'est un peu dommage. C'était un petit peu long, mais le coup du fait de jeter le micro à la fin, ça rattrape un peu la chose. Puis ça fait du bien de commencer comme ça par le champion de l'univers au milieu du ring, avec le spotlight sur lui. Un certain charisme quand même qui se dégage de Kevin Owens, dégage de Kevin Owens, pardon. Ouais, il est bon au micro, on le savait. Là, il revient dans son attitude de plus dominatrice, assurée du match, et en plus son argumentation elle tient debout. C'est ok. Les matchs de Goldberg, bah à chaque fois ils étaient super courts. Donc et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que toi t'as suivi Goldberg à la WCW? Est-ce qu'il avait fait des matchs qui avaient dépassé la minute ou la 2 minutes, comme on le voit régulièrement dans les playbacks, mais Bah, il en a fait quelques-uns quand c'était l'heure des grands affrontements, mais la plupart du temps, toute sa streak où il était invaincu, c'était des squash sur squash. Puis ce sera sûrement un match assez rapide, je pense à Fastlane, mais c'est vrai que là-dessus, ça tient debout, hein, son argumentation à Kevin Owens, donc du coup c'est efficace, ça ouais. fonctionne. On se dit, et s'il avait raison, et s'il suffisait à Kevin Owens de survivre, entre guillemets, quelques minutes, 4-5 minutes contre Goldberg, hein, voilà, on l'a vu tellement peu de fois, du moins c'est pas comme ça qu'on nous le présente, Goldberg, hein, un personnage qui fait des gros matchs, bah pourquoi pas. On peut peut-être y croire. Ouais, le doute est là, et puis, encore une fois, maintenant on le voit là en costard, c'est pas un hasard, hein. Et on l'a quasiment jamais vu en costard. Il y a cette petite remarque c'est ça. sur The Game. Exactement. Qui sait jouer le jeu. La semaine dernière, on l'a vu discuter avec Triple H. On sait qu'il y a une autre personne qui roule pour Triple H et qui est en costard, c'est Samoa Joe. Donc, dans quelle mesure il n'y a pas une sorte de trinité entre Triple H, Samoa Joe et Kevin Owens? Et est-ce que, bah, du coup, les deux autres vont pas aider Owens lors du match? Parce que de toute façon, ce qu'on a vu sur la séquence la semaine dernière quand il a trahi Chris Jericho lui disait, je te garantis d'être encore champion de Bad Goldberg en t'aidant. Et on sait que Owens, ce qu'il veut, c'est être champion et rester champion. Donc, s'il a trahi Jericho, c'est qu'il y a une assurance, une garantie qu'il estime supérieure, en toute logique, à celle de Jericho. Ouais. Et quelle meilleure garantie qu'avoir Triple H et Samoa Joe en renfort lors de son match contre Goldberg. Donc, on peut aller imaginer à la création d'un clan, hein, Samoa Joe, Triple H, Kevin Owens, ça pourrait être parti pour un truc sympa. Ça pourrait avoir de la gueule. Une sorte de bien de la gueule, nouvelle autorité et voilà, surtout qu'en plus, soyons clairs, le match Lesnar-Goldberg n'a aucunement besoin d'avoir la ceinture en jeu pour avoir de la hype. Enfin, je veux dire, c'est ouais, ce serait dommage de s'accaparer le spotlight entre guillemets de la ceinture pour deux monstres qui ont pas besoin de ça en vérité. Mais bon, ils ont teasé cette espèce de règne de Goldberg, donc ça dépend. Je pense que ça dépend du contrat qu'ils ont avec Goldberg, s'il va vraiment s'arrêter après Mania ou si ça peut aller plus loin, on sait jamais, hein, peut-être signer pour une année avec quelques dates. Voilà, bah, le doute s'insinue, un petit suspense qui se crée. Donc plutôt efficace cette entrée de show. On va avancer un petit peu. La suite des opérations, c'est Cesaro et Sheamus qui vont affronter Enzo Amore et Big Cass pour une place d'aspirant numéro 1, l'équipe aspirante numéro 1 au titre des champions, qui sont détenus toujours par Karl Anderson et Luke Gallows. Donc un match assez classique, hein, où le bon Enzo se fait démonter à peu près toute la durée du match par notamment ce Cesaro, hein, qui fait le gros du match quand même, avec toujours des bons uppercuts à l'européenne. Enzo réussit, enfin du moins dans un premier temps, Cesaro tente de placer un neutralizer sur Big Cass, hein, qui a quand même réussi à faire le tag à un moment donné, mais qui arrive finalement à se faire contrer. Mais Big Cass arrive à faire passer par-dessus ses épaules ce bon vieux Cesaro, qui atterrit sur ses pieds, mais là il y a Enzo qui lui saute dessus. Ça distrait Cesaro, qui se fait surprendre par Big Cass, qui lui place un Black Hole Slam, et c'est la victoire surprise générale de Big Cass et d'Enzo Amore, qui iront donc affronter à Fastlane Karl Anderson et Luke Gallows. Et après le match, on a le petit Enzo qui se moque de Cesaro
en disant le Superman suisse, on est à Kryptonite, on est à Kryptonite, on est à Kryptonite. Et là, il se mange un méchant Brock kick de la part de Sheamus qui lui fait fermer sa gueule. On a le droit au ralenti, c'est très 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 joliment exécuté. Voilà, petit retournement de situation là dans la division tag team. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Alors moi, le plus gros retournement de situation, c'est pas tellement que ce soit Soft qui gagne, parce que The Club, enfin Gallows et Anderson versus Cesaro et Sheamus, on l'a déjà vu. On l'a vu en plein de configurations, en match simple, en match par équipe, etc. Donc du coup, ça faisait un peu réchauffer si on leur mettait la carte. Donc afin de pouvoir un peu brasser cette division tag team où, comme on dit, semaine après semaine, il y a un peu des problèmes de booking, donner un title shot à Soft, ça me paraît à la limite logique et la chose à faire. Pourquoi pas? Je suis pas enthousiasmé de voir le match, mais ça me paraît pas incohérent. Non, le vrai retournement de situation, moi que j'ai noté, c'est que quand à la fin donc du match, ou quand justement Enzo fait sa promo en se moquant la gueule de Cesaro, on a trouvé la kryptonite, le Brock kick de Sheamus, le public qui était audible, c'est-à-dire qu'on entendait en regardant le Raw, qui disait merci Sheamus. Merci Sheamus, merci Sheamus. Et jusqu'à présent, quand même, Enzo avait la méga cote auprès du public, j'ai l'impression. Soft était super super over. Donc est-ce que le public, comme moi, ne commence pas à en avoir ras-le-bol de voir Enzo Amore répéter les 4 mêmes phrases, semaine après semaine après semaine? Alors certes, il a un talent au micro, il fait à chaque fois des nouveaux petits trucs qui sont sympas, mais à un moment donné, c'est un peu relou, quoi. Ouais, bah, ils ont fait leur promo d'entrée, c'était la promo classique, hein. Ils ont sorti les phrases standards, il y avait rien d'original, mais face à eux, Sheamus et Cesaro, ils sont super populaires aussi, donc du coup c'est deux grosses pop là qui s'affrontent, et après le public il a tendance à chanter tout et n'importe quoi un peu en ce moment, hein. Il a des réactions vraiment vraiment bizarres, on le verra un peu plus tard dans l'émission encore, mais moi je commence à plus trop me fier au public des salles, parce que des fois je sais pas, il s'enflamme pour des choses qui ont un peu à côté de la plaque. Ouais, je sais plus qui disait sur internet dans les sites de catch qu'en fait le public était fan de leur propre chant, en fait, plus que de ce qui se passait dans le ring parfois. Là, on aura des This is awesome un peu à n'importe quel moment. Ouais, donc alors par contre, moi j'étais assez déçu par la performance de Big Cass, qui était que j'ai trouvé pas out of shape, quoi, et pas vraiment convaincant dans le ring. J'ai l'impression qu'il régresse un peu au niveau de son talent entre les cordes. Alors qu'on a toujours considéré que c'était un peu Enzo le maillon faible dans l'équipe quand il s'agit de faire du spectacle, mais là Enzo j'ai trouvé vraiment moyen. Du coup pour Fastlane, je suis pas trop emballé de voir cet affrontement entre Gallows et Anderson et cette Team Soft qui sont tous les deux sont un peu salement bookés à chaque fois qu'il faut faire un match, donc j'ai peur qu'on se retrouve encore sur un truc un peu anodin, quoi. Ouais, c'est comme souvent, est-ce qu'ils vont leur donner du temps, suffisamment de temps pour construire un truc intéressant? Est-ce que les deux équipes vont réussir à trouver une alchimie aussi? Ça, je sais pas. Il y a un gros risque, il y a une grosse inconnue en tout cas sur le match. Après, ça peut être vraiment bien, ça peut être pas mal, mais comme ça peut être complètement anecdotique, comme tu dis, et naze. On verra bien. Un rendez-vous à Fastlane. On verra bien. C'est ça. Surprise. Voilà. En tout cas, une rivalité qui se boucle sans que les personnes se croisent un petit peu, hein. C'est en parallèle. Donc voilà, on verra bien s'il y aura de l'intensité dans ce match, mais il y a quand même la ceinture en jeu, donc faut pas rigoler. Alors, continuons le fil de l'émission. On retrouve Kevin Owens qui est en train de quitter le building. Il est rattrapé par Mick Foley qui lui annonce que il faut pas qu'il parte tout de suite, parce qu'en fait il a un match avec Sami Zayn. Donc là il ricane Kevin Owens, il dit je sais pas si c'est très malin ce que tu fais là, tu vas encore te retrouver avec une superstar à l'infirmerie, tu devrais changer un petit peu de politique, hein, Mick Foley. Ensuite, on a un petit clip sur la victoire de Bayley, un peu toute sa carrière, tout ça. C'est joliment fait.
Et on apprend que Charlotte, via Twitter, a demandé à ce que Bayley rende la ceinture, puisque la semaine dernière, hein, souvenez-vous, Bayley a remporté le titre des divas, enfin le titre des women, pardon, oulala, sacrilège, en battant Charlotte, mais grâce à l'intervention de Sasha Banks, qui est venu mettre quand même un coup de béquille dans Charlotte. Donc voilà, donc c'est un peu litigieux cette victoire. On verra un peu plus tard ce qu'il en est. Bon, on va peut-être y aller tout de suite. Allez, allons-y. Ce segment avec les filles. Donc c'est Bayley. Donc on voit d'abord dans les coulisses. Donc elle embrasse un petit peu les gens qui sont là. Elle fait des câlins, hein, comme d'habitude. Elle arrive au ring. Et donc elle nous explique que voilà, toute sa jeunesse elle regardait le catch et puis elle voulait être catcheuse et elle voulait être championne de la division féminine. Merci, on voilà, sait. Voilà, hein, c'est très très original. Donc elle explique qu'elle a vécu en Californie, hein, je sais pas si le public le savait, mais voilà, donc petit pop comme ça fait pas de mal. Alors elle explique qu'il y a son papa dans les gradins, mais on ne le verra jamais, son papa. Hein. Il doit être moche. Je l'ai fait. Voilà, je sais pas, soit il a peut-être un tatouage nazi, j'ai pensé peut-être sur le visage, qui fait qu'on ne peut pas le montrer à la télé, ou quelque chose comme ça. Ça ferait une super gimmick, hein, ceci dit. Je suis sympa parce que j'ai été élevé par un ancien nazi et j'ai pas supporté son éducation. Ça changerait un petit peu de ce qu'elle nous raconte semaine après semaine. Un peu d'originalité. Donc voilà, ça c'est je pense que c'est du pipeau qui n'était pas du tout là, hein, son père. Mais bon. Stephanie McMahon débarque. Donc elle vient pour convaincre Bayley de rendre la ceinture, effectivement, puisque voilà, c'est litigieux. Alors elle essaie de faire marcher un peu la corde sensible de Bayley pour la convaincre. Voilà, explique qu'est-ce que tu veux. Voilà, il y a ton père qui est là, mais elle dit je sais pas où est ton père, mais il est là quelque part dans le public. Et voilà, qu'est-ce que tu veux lui donner comme image, quelqu'un qui a triché. Voilà, pour ton premier titre, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Là, il y a Sasha Banks qui débarque et elle vient défendre Bayley. Alors c'est très hargneux entre elle et Stephanie McMahon. Hein, donc on est là. Elle la traite d'ordure quand même, Stephanie McMahon. Voilà, elle dit Bayley, n'écoute pas Steph, conserve ta ceinture, c'est ton rêve d'enfant. Bayley reprend le micro. Elle prend la foule à témoin et alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que je rende la ceinture? Est-ce que c'est la chose à faire? Et là, hell no, c'est elle la championne, et si elle est championne, c'est grâce à l'univers de la WWE, grâce aux fans. Donc elle va conserver la ceinture pour les fans, la défendre pour les fans. C'est pas grave s'il y a eu tricherie, ça arrive à tout le monde. Et là c'est donc Charlotte qui débarque, hein, parce qu'il manquait Charlotte encore. Donc elle réclame sa ceinture, elle gueule un peu, et du coup plutôt que lui donner la ceinture, au final elle aura un match contre Sasha Banks. Et donc ça ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, qu'est-ce que t'as pensé de toute cette partie là sur les filles? Alors, j'aime bien le fait que Steph intervienne, voilà, qu'elle se mouille sur les matchs et qu'elle garde un petit peu la place qu'ils avaient voulu donner à mon nez par rapport à la division des filles, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Comme on l'avait dit, hein, elle joue un petit peu la même partition qui avait été jouée par l'autorité contre Daniel Bryan à son époque, donc ils reproduisent un petit peu ça, et pourquoi pas, ça peut marcher avec Bayley, donc faisons-le. Personnellement, j'aurais presque préféré que Bayley rende la ceinture en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais été plus original. J'aurais trouvé ça surprenant et j'aurais trouvé que ça aurait encore plus rendu Steph méchante, Charlotte aussi. Alors pas forcément que la ceinture revienne à Charlotte de suite, hein. À la limite qu'elle soit remise en jeu sur un match à Fastlane. Et que cette fois-ci il y ait une stipulation ou une composition qui fasse qu'il n'y ait pas de doute quant à la victoire. Mais en fait, par rapport au personnage de Bayley, qui est voilà ce qu'on veut, la face ultime, un peu la John Cena version fille, version moderne, avec le côté des petits enfants hug, etc.
Bah, j'aurais trouvé ça pas incohérent que son personnage dise, ok, j'ai pas envie effectivement que mon moment, le moment où je suis championne, soit contestable et que ce soit contesté. Et même s'il y a eu intervention avant de Dana Brooke et puis de Sasha Banks, au final c'est une intervention pour une intervention, mais en fait je sais que je peux battre Charlotte clean et je vais le prouver. Donc je la rends la ceinture, mais je sais que je vais la remettre la main dessus dès que j'aurai mon match. Et j'aurais trouvé que ça aurait vraiment mis genre ok classe, très classe Bailey, bravo. Enfin, je sais pas, je trouve que ça irait avec le personnage. Donc ok. Donc voilà, là ce qu'ils ont choisi de faire, c'est plus attendu, c'est plus convenu, on n'y croyait pas et j'aurais aimé être surpris et encore une fois cette surprise je pense n'aurait pas été déconnant vu le personnage de Bailey. Donc c'est mon petit regret sur le segment. Ouais, c'est très basique ce qu'ils font. Moi, je pensais qu'ils allaient vraiment monter Sasha Banks contre Bailey avec une Bailey qui aurait dit ouais, t'aurais pas dû intervenir, t'as entaché ma victoire, etc., etc. Et commencer un espèce de heel turn de Sasha Banks. Mais ils sont pas du tout partis là-dessus au final. Hein. On est sur un truc vraiment très classique. Bailey seul au micro dans le ring, il y a des petits ratés, c'est un peu c'est pas encore ça, après c'est les débuts hein. On savait que ce serait un peu difficile pour elle de tenir la ceinture hein. Ça fait un peu terme comme championne mais à part Charlotte au micro seul, il y a personne qui tient vraiment 3 minutes et minutes seul dans le ring et encore Charlotte au début c'était pas ça donc c'est vrai qu'elle a mis du temps, elle a progressé donc faut laisser ce temps là aussi aux autres comme Bailey. Il faut qu'elles s'affrontent, faut qu'elles fassent des clashs un peu. Alors, du coup, on a un match entre Charlotte et Sasha Banks. Ça, c'est pas pour me déplaire, hein, parce que c'est un peu ce que je préfère dans le catch quand Charlotte affronte Sasha. Donc, c'est un très bon match. Hein, si vous avez l'occasion de le regarder. N'hésitez pas. Elles déploient tout leur arsenal, c'est fluide, c'est efficace. Et ça se termine sur une victoire de Sasha Banks pour le coup, qui arrive à placer son bec nettement après que Charlotte ait été perturbée, je crois, par celle qu'on ne voit plus à la caméra, Dana Brooke, qui arrive à ne pas être filmée, même quand elle agit. Je pense que c'est une actrice, c'est une doublure en fait, c'est plus elle. Ouais, je suis pas sûr que c'était la vraie. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match qui était très bon, hein, mais on a déjà vu 1000 fois un petit peu quand même. Ouais, on l'a vu, avec des enjeux plus importants et avec des stipulations plus intéressantes. Donc c'est un peu la complexité quand on nous met des matchs de bons performeurs, la performance sur l'occasion, mais qu'on en a vu beaucoup en peu de temps, on devient difficile. On a un peu la dent dure, alors que le match en lui-même est super bien. Vraiment à hauteur des matchs qu'on aimerait voir tout le temps, mais c'est vrai que comme on a vu des affrontements complètement titanesques entre les deux, celui-ci se hisse pas à ce niveau-là et c'est pas grave parce qu'on peut pas toujours avoir des matchs extraordinaires et fabuleux à chaque fois qu'elles se rencontrent. C'est juste comme on a un roster qui est assez faible chez les femmes, que ce soit à Raw ou à SmackDown, eh bien on a tendance à revoir souvent les mêmes affrontements. Un peu à l'image d'un Sami Zayn, Kevin Owens, qui sont des matchs géniaux, mais qu'on a vu plein de fois déjà. Donc le match était cool, voilà, c'est cool. On sait que ça délivre, qu'elles font le boulot, et c'était le cas. Cool. Ouais. Et là, le fait qu'il y ait la victoire de Banks, ça remet peut-être aussi Banks dans le mix, dans l'enjeu par rapport peut-être au titre aussi, hein, de façon immédiate ou très prochaine. Exactement. Ça la recrédibilise un peu. Ouais. Voilà, un match bien à regarder. Bon, effectivement, après, il n'y a pas grand-chose à commenter dessus, mais on passe un très bon moment, encore une fois, avec Charlotte et Sacha, qui ont quand même du talent à revendre. Hein. Alors, on va avancer. On va revenir plutôt dans l'émission avec Mick Foley, qui s'entretient avec Roman Reigns. Roman Reigns qui débarque et qui veut évidemment affronter Braun Strowman. Puisqu'il s'est fait démonter la tête plusieurs fois par Braun Strowman, hein, qui lui a coûté le titre plusieurs fois. Mick Foley lui explique, je sais pas si t'es au courant, je sais pas si t'as l'internet chez toi, mais il y a le match qui est déjà booké depuis une semaine entre Strowman et Big Show, donc il est un petit peu occupé cette semaine. Lis la presse, Roman, lis la presse. Voilà. Je ne sais pas, renseigne-toi, apprends à lire. Apprends à lire déjà et voilà. Puis tu sauras. Et donc là il y a Gallows et Anderson qui débarquent et voilà, comme il avait pas de match bouclé Roman Reigns, maintenant il a un match contre Gallows et Anderson. Mick Foley lui dit écoute,
tu trouves un partenaire et puis c'est parti, hein, tag team match, playa. Roman Reigns il dit non, c'est bon, pour gérer les deux guignols là, je peux le faire tout seul, y a pas de souci. Donc on aura un petit peu plus tard un Roman Reigns face au club dans un match handicap. Donc la dernière fois, hein, c'était déjà arrivé, hein, la semaine dernière, puisque maintenant Gallows et Anderson sont sur Roman Reigns, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent le remettre à sa place. La semaine dernière, ça s'était terminé par une disqualification du club qui était resté à deux dans le ring pour tabasser Reigns. Cette semaine, ça se termine par Roman Reigns qui est disqualifié puisqu'il a utilisé une chaise. Hein. Karl Anderson avait ramené une chaise pour essayer de l'attaquer dans le dos. Mais il a réussi à se défendre, Roman Reigns. Une chaise, ça suffit pas, il faut un peu plus. Hein. Il faut peut-être une rangée de chaises ou quelque chose comme ça. Un banc, je banc, pense. Ouais. Voilà. Un ou deux bancs. Ou un rocking chair, je ne sais pas. Donc voilà, disqualification de Roman Reigns, mais il passe à tabac les deux champions. Voilà, donc il ressort victorieux de cet affrontement. Prestation un peu pauvre, hein, du club, hein, qui malgré les ceintures, c'est pas encore ça. Faut pas s'attaquer à Roman Reigns, je sais pas pourquoi ils insistent. Ah ben c'est pourquoi les bookers insistent. C'est pourquoi les bookers insistent en fait. Ouais. Hein. J'imagine bien qu'on les mette dans le ring en disant bon voilà les gars, bon ce soir vous allez vous combattre contre Roman Reigns et bon vous gagnez par disqualification, mais la consigne c'est qu'il faut qu'il look strong. Hein. Faites tout pour que Roman look strong. Et ça va être super puissant pour eux, quoi. C'est ok. Pourquoi il va pas les défier à Fastlane il y a déjà un match, c'est vrai, mais pour le titre par équipe, peut-être qu'il peut être champion par équipe seul. Pourquoi pas? Voilà, il peut pas se trouver un copain. Il a pas d'amis, c'est ça. Personne ne l'aime. Non, il est tout seul dans les vestiaires. Il parle tout seul. Alors j'annonce une équipe. Le bras droit de Roman Reigns et le bras gauche de Roman Reigns contre le club pour les titres. Et il pourrait gagner encore. Bah oui. On va le voir. Champion, ou alors si il perd, c'est parce qu'il y a eu une triche en face, quoi. Ouais, bah oui. Ils sont pas assez costauds les deux champions du Japon là. Mais voilà, c'est pas ça qui va sauver la division tag team, hein, du coup. Non. Et puis non. Roman Reigns toujours hué par les fans. Hein. Voilà pour ce petit passage avec le beau Roman. Chez les cruisers, Brian Kendrick affronte Akira Tozawa. Alors à 205 Live, Akira Tozawa a refusé l'aide de Brian Kendrick, qui voulait en faire son petit acolyte, il voulait être son mentor. Akira Tozawa il dit non, moi je t'aime pas, je te connais, je ne t'aime pas, dégage. Et donc ce soir ils vont s'affronter, ils vont régler leur compte. Donc Kendrick, grand prince, va pour serrer la main de Akira Tozawa. Tozawa il hésite, il fait comme ça, comme d'habitude. Et il finit quand même par aller essayer de serrer la main, mais là Kendrick il en profite, il lui met une corde à linge et après il lui fait le coup de l'oreille cassée, c'est-à-dire qu'il enlève la protection du ring et puis il lui met la tête, l'oreille la première dans le coin du ring. Donc ça fait mal, un coup dans l'oreille de coin du ring. Et après il le place dans le Captain's Hook, hein, sa prise de finition, son prise de soumission. Le match n'a pas commencé en fait, donc ça s'arrête là. Tozawa est à moitié dans les vapes et on retrouvera Brian Kendrick un peu plus tard. Il est interviewé par Charlie Caruso qui est venu avec les jumeaux et il nous explique que c'est la première leçon pour apprendre le respect à Akira Tozawa, ce qui s'est passé ce soir. Cette petite rivalité là entre ces petits cruisers, est-ce que ça te donne des petits commentaires? Bah encore une fois, on peut trouver ça anecdotique, on peut se dire ok, on leur donne pas assez de temps pour les matchs, là il y a même pas eu de match, et à la limite c'était pas mal. Moi j'aime bien que malgré tout, les critiques qu'on entend et qu'on voit sur les cruisers et qui sont à juste titre parfois, ils essaient quand même à chaque fois de nous donner 2 segments par soirée, par Raw, avec des storylines qui développent entre tel ou tel personnage. Alors le problème c'est qu'elles sont pas très suivies à Raw parce qu'elles continuent à 205 Live, donc on en voit des petits bouts. On voit le début, un peu le milieu, un peu la fin. Mais bon, ok, il continue à faire des choses avec. Donc on avait un peu peur qu'il laisse complètement tomber cette écurie-là. Qu'elle continue, je trouve ça plutôt positif. Là, ok, ça permet d'installer Tozawa en face, en opposition à Kendrick, l'homme avec un plan qui essaie de lui apprendre la vie à la rude, à la dure. Ok, en plus ça a pris 3 minutes, quoi. En 3 minutes, il raconte un truc.
Je préfère voir 3 minutes comme ça, qui racontent un truc, même si je me dis, ok, Tozawa Kenrick, je m'en fous un petit peu, que des choses chiantes sur des plus grosses stars qui sont déjà vues 100 fois et qui sont pas très bien faites et qui sont pas intéressantes. Donc ce segment, moi, j'étais plutôt satisfait, quoi. Ouais. Le seul souci, c'est qu'effectivement, il faut aller regarder 205 Live si tu veux les conclusions et tout ça. Mais c'est bon, c'est pour aussi monter un peu le 205 Live qui marche pas des masses, d'après ce que j'ai compris. Non. Mais il y avait de grosses rumeurs, hein, comme quoi ils allaient lâcher les cruisers à Raw, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit fondé, parce que même si ça marche pas plus que ça, ils ont comme projet de faire des house shows 205 Live, donc ils continuent. Okay. Ils continuent avec le truc, ils vont pas lâcher tout de suite. Donc non, de toute façon, ils ont besoin de ce contenu pour la 3e heure d'Euro. Ça leur fait quand même par show une petite demi-heure, hein, qui sont remplis par les cruisers, mine de rien. Et puis même si on regarde pas 205 Live, ils nous mettent des petits vidéos récap de ce qui s'est passé avant, et en 1 minute, on comprend globalement ce qui se passe, et voilà. Donc voilà, les cruiserweights ont une vie. Voilà. Ils ont une vie, pas une vie chez les cruisers. Et quand on parle de trucs nuls avec des stars plus connues, il est temps de parler du New Day qui affronte ce soir Rusev et Jinder Mahal. Alors on apprend que les New Day, ils ont été faire les cons à une émission de télé qui s'appelle TMZ Live. Comment s'appelle-t-il? Xavier Woods est arrivé à 1 million de followers sur sa chaîne YouTube Up and Down Down. Ils vont faire les voix d'un spin-off du Roi Lion là, ou d'une suite du Roi Lion. Je pense directement en vidéo ou un truc comme ça. Et ils sont toujours sur leur crème glacée. Mais surtout la grosse info, c'est ce qui seront les hosts de WrestleMania. Donc voilà, ça veut dire pas de match booké pour le New Day. Ils feront la présentation de Mania. On les verra dans plein de segments faire les cons. Voilà. Et donc ils sont toujours sur leur projet de crème glacée. Et donc on se souvient que la semaine dernière, Bo Dallas avait déchiré les blueprints de la machine à crème glacée, ou je ne sais ce que c'est. Et cette semaine, ils sont tous sur numérique. Ils ont ramené des tablettes. Et par contre, Lana a apparemment hacké leur tablette, parce que sur sa tablette à elle a une tablette de ce style. Vous voyez, si vous avez la vidéo, c'est une espèce d'ordinateur sous forme de miroir où ça fonctionne comme un ordinateur standard. Enfin bref. Donc Lana a les plans sur sa tablette à elle, donc ils se rendent compte qu'ils ont été hackés. Alors il dit c'est normal, c'est une Russe. Référence à l'actualité. Alors là-dessus, on a quand même un match qui se fait et donc à un moment donné, Xavier Woods vient derrière Lana, il lui fait un coup de trombone, elle jette sa tablette en l'air et Xavier Woods attrape la tablette et il détruit la tablette. Et les New Day gagnent le match en parallèle. Alors, c'était bien, Amiral? Alors déjà, c'est contre Rusev et Jinder Mahal, hein. Je sais pas si on l'a dit le match, mais c'était contre Rusev et Mahal. Ouais, j'ai dit au tout début. Ok, c'est tellement anecdotique, je me rappelle plus. Le match, il y a rien à dire. C'est un prétexte pour effectivement faire ce segment de comédie. Alors il y a quand même, on voit Lana un gros lag entre le moment où Xavier Woods donne son coup de trombone et le moment où elle lance en arrière pile dans les mains de Woods cette tablette, donc c'était un peu mal exécuté, pas très coordonné. Bref, c'est assez anecdotique. L'information importante, c'est le New Day host de WrestleMania. C'est vraiment ça qu'à retenir. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Dans le rayon des bonnes choses, ils auront pas de match. Je pense que ça on aura la carte un peu clinée de ça. Peut-être à la limite les laisser faire justement de l'entertainment, de la comédie. Ils ont pas le storyline actuellement, hein. Ils se battent là contre Rusev et Mahal, la semaine dernière contre Bo Dallas, etc. On se rappelle l'année dernière WrestleMania, leur entrée dans la grande boîte géante de Booty Boys. C'est plus ça qui a marqué que leur match, clairement, l'année dernière. Donc je pense que c'est pas mal de les avoir en showman plutôt que catcher. Là pour le coup, c'est à voir ce qu'ils vont faire, mais why not? Ouais, dans l'absolu, ça peut être sympa, mais c'est un peu la facilité, quoi. On sait pas quoi en faire, ils feront l'animation. Hein. Ils mettent toujours quelqu'un pour faire l'animation, donc pourquoi pas les New Day qui sont des full-timers, qui sont là tout le temps et qui vont avoir leur... Ouais, mais attention, parce qu'ils font souvent des segments qui sont un peu pourris. Hein. Ouais, pas qu'ils nous fassent ça à WrestleMania, ce serait chaud quand même. Non. Mais Ceci dit, à WrestleMania, on a pas... Si c'est pour faire la même chose qu'ils a...
s'il faut faire la même chose qu'ils avaient fait l'année dernière, qui était quand même, c'était un match où la ceinture était pas en jeu face à la League of Nations et puis se faire taper dessus par les vieux. Finalement, autant qu'ils fassent l'animation. Hein. C'est ça, je pense que de toute façon, voilà, le métier de superstar à WWE, c'est une part catcheur et une part entertainer. Et là, ben, je pense qu'eux, ils sont vraiment très sur l'entertainment. Et c'est aussi les valoriser là-dedans que les maîtres hosts de WrestleMania, plutôt que de rappeler une star qu'on a déjà vue 15 fois et qui est pas très intéressante. Ok, pourquoi pas. Et puis peut-être que ça sera l'occasion aussi de surprise, qui sait. J'espère. De bonnes surprises. Là, on voit le verre à moitié plein. Hein. On est optimiste à ça. Non, mais parce que secrètement, en fait, j'espère que dans un des segments, il dit de toute façon, voilà, on fait pas de match, mais on est les hosts parce qu'on est la meilleure équipe de la WWE, c'est nous le New Day. Et là, débarque The Revival pour dire, hey les cocos, non, c'est nous les meilleurs, c'est nous les top guys. C'est pour ça que je vois le verre à moitié plein. J'espère que ça va se passer comme ça. Ah, si seulement ça montait un petit peu là, toutes ces équipes d'NXT qui font rêver. Ça y est. Voilà. Si c'est pas Mania, ce sera après, de toute façon. La suite des opérations, hommage à George The Animal Steel qui nous a quitté la semaine dernière. C'est une hécatombe en ce moment. Hein. Ouais, l'hécatombe. Tous les semaines, il y en a un ou deux. Ouais. Alors, bon, un vieux de la vieille, hein. George The Animal Steel, les vieilles époques, hein. C'était le gentil monstre, hein, un peu demeuré, qui faisait peur, qui mangeait les coins du ring. Voilà, moi je l'ai connu qu'en fin de carrière, donc j'ai pas grand chose à raconter sur ce gentil genre. Sinon, regardez le film dans lequel il a joué, Ed Wood de Tim Burton, c'est un des meilleurs films de Tim Burton et peut-être un des meilleurs films de tous les temps, hein, si on peut aller jusque là. La suite, on est chez les Cruisers avec Austin Harris qui reçoit Gentleman Jack Gallagher et Neville pour la signature du match de championnat pour les Cruiserweight. Donc Neville s'attaque tout de suite à Gallagher en l'expliquant qu'il est une espèce de cliché qu'ont les Américains des Anglais. Là, il est ridicule, il est cartoony. Les Anglais sont pas comme ça, ils sont moches comme Neville là et Rabelais. Bon, bah ils signent tous les deux pour le match. Gallagher explique que c'est pas un cliché, il a été élevé comme ça et que ce Neville là qui se prend pour un roi, ça il peut pas laisser faire. Et donc il va lui apprendre à Fastlane comment ça se passe. Et puis finalement ça se tape dessus et Gallagher met un beau coup de boule à Neville et le tient en respect avec son fameux parapluie de gentleman. On jette la table aussi à un moment donné. Hein. Voilà, encore un petit passage chez les Cruisers. Un petit commentaire qui va avec, l'amiral. Ouais, pareil, je trouve ça cool qu'on nous montre une signature de contrat pour les Cruiserweight Championship. Ça les met un petit peu, donne un peu d'importance au titre en fait, hein, et ça fait un segment sur les Cruisers. Là en plus on a Jack Gallagher qui a une bonne réputation, une bonne appréciation du public. Hein. Le public marche bien dans ses gimmicks, qui sont certes cartoonesques mais ça marche. Neville depuis qu'il est revenu en King Neville et en heel, je trouve vraiment qu'il a de la gueule, hein, semaine après semaine. Il a de la gueule, ses promos ça n'a rien à voir avec les promos qu'il faisait quand il était en mode super héros face. Regardez, je fais des tours sur moi-même. Donc je trouvais ça cool. Donc, voilà, encore une fois c'était assez court, hein, donc ça mérite d'être court et on passe pas des plombes, c'est pas ça qui nous mange le show et je trouvais ça plutôt de bonne qualité quoi. Assez classique là aussi, mais ça marchait. Et sur le côté anglais, vu que les deux sont anglais, c'était pas mal. Le public, tu en parlais tout à l'heure, qui font des chants à la con, bah là c'était tea and biscuits, donc du thé et des biscuits, puisque donc il y avait sur le décor, il y avait des drapeaux anglais, il y avait des tasses de thé, des petits biscuits secs anglais qui sont dégueulasses. Hein. Donc voilà, bon, c'était classique, mais ça fait le boulot et ouais. C'est aussi pour ça qu'on aime le catch parfois, c'est voir des choses qu'on connaît déjà, mais prendre vie avec de nouveaux personnages. Moi, j'étais pas mécontent de ce segment. Ouais, un scandaleux. Bon, moi je trouve qu'on voit beaucoup de signatures de contrats de matchs hein, en ce moment. On a eu à SmackDown il y a pas longtemps. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a toutes les 2 semaines. Alors je sais pas si c'est moi, mais. Bah non, t'as raison, ça et des matchs de titre. Peu... En weekly, on voit beaucoup de signatures et beaucoup de matchs de titre, beaucoup plus qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc beaucoup. En fait, je pense que pour redonner l'intérêt au segment rivalité,
ils feront la facilité qui est de remettre le titre toujours au cœur de la conversation. Donc si c'est pas un match pour le titre, eh ben on va signer le contrat, ou alors c'est un match pour le first contender, etc. Ils ont beaucoup de mal de développer des rivalités qui se tournent pas autour du titre. Ouais, c'est ça, exactement. On va revenir chez les filles avec Nia Jax, le squash de la semaine de Nia Jax. Alors j'ai plus le nom malheureusement de la catcheuse qui a affronté une petite blonde. Sarah Pierce. Sarah Pierce. Okay. Yeah. On le tient pas longtemps dans le ring face à Nia. Non. Interview avec la belle Charlie Caruso. Nia Jax. Alors on lui explique qu'est-ce que tu penses. On lui pose la question qu'est-ce que tu penses de tout ce scandale là autour de la ceinture des filles. Nia Jax a dit le scandale c'est que moi j'ai pas de title shot. J'en ai rien à foutre de qui a gagné comment et quoi. C'est tous des petites filles. Voilà, moi je veux mon title shot. Voilà, Nia Jax toujours sur sa lancée de monstre indestructible. Toujours convaincu, toi? Rien à redire là-dessus? Si, on pourrait dire que c'est un peu long, effectivement, de la mettre face à des nobody comme ça. Là, ce qui sauve la chose, c'est le segment derrière où elle dit quand même I put the champion notice, quoi. C'est ok, j'envoie un avertissement à la championne, quoi. Si elle veut vraiment prouver qu'elle est championne, bah, doit m'affronter parce que moi, je roule sur tout le monde. Donc j'espère que voilà, on se doute de toute façon, hein, c'est ce qui se murmure et ce vers quoi ça va, que Fastlane on aura un affrontement, Mania pardon, on aura un affrontement à 4. Donc Charlotte, Bayley, Sasha Banks dont on a parlé précédemment, et donc la quatrième sera logiquement Nia Jax et ça peut être très bien. Donc voilà, faut pas que encore on se retape des jobbers tout le temps. Là elle jouait dessus, elle disait pendant le match, pendant qu'elle balançait la petite blondinette d'un bout du ring à l'autre, elle disait mais c'est ça qu'on me donne. Genre c'est ça qu'on me donne à manger ce soir, mais sans déconner quoi. Donc voilà, elle joue là-dessus. Encore une fois, c'est pas long, donc c'est pas grave. On stagne un peu de ce côté-là. Ils prennent le temps pour la faire monter dans la carte et dans la discussion. Bon voilà. Ils ont pas fait de boulette encore avec Nia Jax, donc le personnage fonctionne toujours. Hein, ils ont failli. Personnage colossal là. Ils ont failli avec Sasha Fox, Alicia Fox pardon. Ils ont failli quand ils ont fait faire une petite promo backstage entre Alicia Fox et Nia Jax. Ah oui, ça marchait pas du tout, c'était horrible, c'était à chier. Elles étaient pas synchro. Alicia Fox, c'est ça. En fait, Alicia Fox, elle tire les gens vers le bas en fait. C'est ça. Elle tire vers le bas. Tu vas te mettre à mon niveau de nullité. Non, c'est pas bon. Mais sinon, non, sur le ring, etc., il n'y a pas eu de fausse note avec Nia Jax. Pour l'instant, elle combat principalement des jobbers, quoi. À part, elle a eu un match ou deux avec des personnes du roster, mais ça reste assez rare, donc. C'est bien, elle rentre, s'insinue là dans la rivalité pour la ceinture, un petit peu subtil. C'est pas mal. C'est un même traitement que Braun Strowman, encore une fois, hein, qui a mis du temps avant d'arriver là où son personnage de monstre le demande d'être. Donc c'est pareil pour Nia Jax. Vivement Mania. On enchaîne avec Sami Zayn. Qui est interviewé dans les vestiaires, je crois toujours par la belle Charlie Caruso. Donc elle lui demande, alors est-ce que t'as pas envie de crier, je vous l'avais bien dit par rapport à cette trahison de Kevin Owens sur Chris Jericho. Sami Zayn, grand prince, il dit écoute c'est vrai, peut-être que j'avais raison, mais moi je suis pas enjoué pour ça, ça m'attriste quand même de voir cette trahison là de Kevin Owens, et il fait un comparatif entre son rival actuel, Samoa Joe, hein, avec qui lui a cassé la gueule la semaine dernière, et Kevin Owens. Il explique que c'est deux égoïstes qui pensent qu'à eux, qui ont pas peur de briser des carrières, hein, de détruire des athlètes. Et donc ce soir, hein, il va aller affronter Kevin Owens. Donc voilà, c'est le match Kevin Owens, champion d'univers, face à Sami Zayn. Sami Zayn arrive au ring, mais il est intercepté par Samoa Joe qui l'attaque dans le dos et qui le passe à tabac comme il sait si bien le faire. Des belles droites, des belles gauches dans la gueule. On l'envoie manger le coin du ring, les barricades. Et puis après on le remet dans le ring. Allez tiens, hop, en pâture à Kevin Owens. Sami Zayn ne veut pas être envoyé au vestiaire, il veut continuer, il veut affronter Kevin Owens. Donc le match commence et il se fait détruire par Kevin Owens. Voilà, grosse corde à linge dans le coin du ring, cannonball, pop-up powerbomb, et c'est réglé. 1, 2, 3, Kevin Owens victorieux, Sami Zayn maltraité. Voilà, ce développement, ça t'inspire, mon bon ami? Alors,
Pareil, j'étais content de voir qu'on n'allait pas avoir un match Sami Zayn, Kevin Owens, même si la cloche a sonné, c'était pas un match, c'était juste Kevin Owens qui finissait d'enfoncer la bravoure de Sami Zayn au tapis, donc c'était très court au niveau du match, donc ça c'était bien, parce qu'on le dit tout à l'heure, on a vu plein de fois ces matchs entre les deux, j'adore leurs matchs, mais c'est vrai que là pour rien en plus, sans aucun enjeu, sans rien, je me dis mais pourquoi ils bookent un match Zayn Owens? Donc j'étais content de voir Samoa Joe débarquer et défoncer Zayn. Ils capitalisent sur ce qu'ils ont commencé à mettre en place, une rivalité entre les deux. Joe qui gueule encore quand tu prononces mon nom, tu as du respect pour mon nom, parce que c'est Samoa Joe. Donc encore une fois, est-ce qu'il est intervenu parce que c'est Sami Zayn et c'est personnel entre eux, ou est-ce qu'il est intervenu parce que collusion entre Owens, Triple H et Samoa Joe? On saura pas, du moins pas ce soir. Après, j'ai bien aimé la façon, le jeu, l'acting de Owens dans le ring, qui fonçait furieux, faisant des cannonballs, il courait dans le ring. Il était à la fois calme mais super destructeur, donc toujours un plaisir de le revoir dans cette partition-là. Ouais, ça fait plaisir aussi de revoir Kevin Owens comme ça, en méchant. Et Samoa Joe, c'est le mec qui se bat le mieux en costard, je trouve. Il a vraiment la classe. D'habitude, les gens ils perdent leur chemise et tout. Lui, il était bien impeccable. Et il a fait un beau passage à tabac comme peu de gens savent le faire. Et par contre, effectivement, Kevin Owens contre Sami Zayn, à chaque fois qu'ils les feront, on se demandera mais pourquoi ils font ça? Parce qu'on les a trop vus, hein, définitivement. Donc il faut une bonne année avant qu'ils s'affrontent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à le soi-disant fin de leur rivalité, qui était avant le Brand Split, ça faisait sens qu'ils aient plein d'affrontements. On les a eu une fois depuis, qui était dans un show pour aucune raison. C'était une erreur. Et là, j'avais peur de voir la même erreur ce soir. Donc, content de voir que Samoa Joe rectifie le booking pourri de Mick Foley, quoi. Voilà. Exactement. Mick Foley. Où a-t-il la tête? Franchement. Justement, Mick Foley. Après un petit hommage à Ivan Koloff, qui nous a quitté aussi. L'archétype du heel, hein, des années 80, un méchant russe. Mick Foley donc se fait engueuler par Steph qui lui dit voilà, tu es pas venu m'aider là dans le ring là quand j'étais avec les filles, qu'est-ce qui se passe? Il dit ça m'a amusé de te voir galérer comme ça. Tu me prends pour un con, faut arrêter, je t'ai dit de ne pas me prendre pour un idiot. Je t'ai fait confiance, moi, quand tu m'as embauché. Samoa Joe, j'étais derrière lui, je faisais confiance aussi, et maintenant, voilà, Seth Rollins est à l'hôpital. Participera pas à WrestleMania, sûrement. Moi, voilà, ça suffit. Je suis pas idiot. Fais attention. Je suis en train de bâtir quelque chose ici. Vous allez pas tout ruiner, toi et ton mari, pour des querelles d'ego ou je ne sais quoi. Et là, Steph, avant qu'il s'en aille, elle lui répond écoute, fais attention parce que là, le sol est pas très stable sous tes pieds. C'est glissant. C'est glissant. Il pourrait t'arriver un accident. Hein. C'est une menace subtile. Voilà, ce petit développement, ça te plaît? Alors bon, je préfère toujours que ce soit un heel affiché comme Stephanie McMahon qui fasse des menaces plutôt qu'un face comme Seth Rollins qui peut-être va aller choper les enfants de Triple H pour leur faire peur. Voilà. Donc ouais, ok. En fait, bon, je pense qu'ils amorcent la sortie de Mick Foley. On va faire on va dire jusqu'à, elle va encore dire, mon Dieu, mais t'analyses trop loin, etc. Mais on sait que Mick Foley a une opération de la hanche dans les starting blocks, donc forcément il va être écarté de la télé pendant un petit moment pour sa convalescence. Donc est-ce qu'ils vont aller jusqu'à scénariser le fait qu'elle le fasse tomber et qu'il se pète la hanche kayfabe dans l'escalier pour se faire repérer et qu'on aura des vidéos qu'on aura des vidéos de Mick Foley à l'hôpital et que peut-être que Stéphanie viendra pour le torturer un peu comme faisait Stone Cold à Vince à l'époque. Je sais pas, mais bon, ok. Ouais, il faut séparer cette association un peu contre nature dès le départ. Donc pourquoi pas que ça se fasse avec un angle et un petit peu de storyline. C'est toujours mieux que bon bah Mick Foley n'est plus là, on va trouver un remplaçant. Autant que ça serve l'histoire. Ouais, voilà, je pense qu'il prépare sa sortie. Ouais. Effectivement. C'est marrant quand même ces patrons là qui menacent leurs employés en direct à la télé. Ça, voilà, c'est pas très subtil, mais bon. Attends, non. C'est quand même l'employé au début qui est super respectueux avec sa patronne. C'est ça, moi, qui m'a choqué. Mais enfin, ringside.
Enchaînons. On arrive à l'interview de Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar, interviewé par Michael Cole en studio. À ses côtés, l'ami, voilà, j'ai plus son nom. Paul Heyman. Paul Heyman, voilà. The Bon, c'est Advocate. Paul Heyman qui va parler, hein, parce que Michael Cole commence à faire un peu le résumé de la situation. Alors qu'est-ce qui va se passer si Goldberg gagne contre Kevin Owens? Ça va être un match à WrestleMania pour la ceinture universelle, tout ça. Paul Heyman prend la parole. Il faut faire attention. Mon client il est tendu. Il peut partir au quart de tour. Voilà, qu'est-ce qui va se passer entre WrestleMania et Fastlane, une victoire de Kevin Owens, ça peut être envisageable, peut-être que Goldberg il peut sous-estimer Kevin Owens, etc. Peut-être que ça peut être l'inverse, mais en tout cas de toute façon c'est Brock Lesnar qui s'en sortira, c'est lui qui détruira ses adversaires. Alors il y a toute une mise en scène où voilà, ce beau Brock Lesnar se met face à la caméra, califourchon sur une chaise, et on a derrière en fond Paul Heyman qui fait le discours, alors que Michael Cole a eu peur, hein, et s'est mis à l'écart quand Brock Lesnar s'est levé comme ça, menaçant. Petite touche d'originalité là sur cette interview. Qu'est-ce que tu as pensé de cet essai de mise en scène là? C'est quand la WWE fait de l'art et essai. Parfois c'est catastrophique, rarement c'est bien, et des fois on sait pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser de ce segment. C'est original. Ok, le texte de Paul Heyman était, bien sûr, très bien raconté, très bien dit comme il sait le faire, était pas trop mal écrit. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un segment bizarre. Là, tu regardes, tu fais, ok, je suis pas sûr de ce que j'ai vu là, mais encore une fois, ça a le mérite d'être original. Hein, donc on a toujours trop tendance à avoir des plats réchauffés dans les shows. Donc quand on tente des nouveaux trucs, moi généralement je suis plutôt bon public. Donc ok, j'ai trouvé ça intéressant. Alors moi exceptionnellement j'ai regardé une partie de ce Raw avec ma copine, dont cette partie. Ok. Elle est restée perplexe, hein. Je l'ai regardée du coin de l'œil parce que même moi je me demandais ce que j'étais en train de regarder. Et j'avoue que j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné sur on va dire un spectateur lambda. Donc voilà, c'est une belle tentative, mais je pense qu'ils sont ce Brock Lesnar en gros plan, c'est peut-être un peu beaucoup, quoi. Disons que pour des gens qui suivent le catch et qui connaissent la réputation de Brock Lesnar et ce que peut représenter Brock Lesnar, l'avoir en gros plan qui fixe la caméra, donc qui te fixe toi les yeux et derrière, ça peut peut-être marcher. Peut-être que sur le public plus jeune, des enfants, des adolescents, peut-être que certains ont fait des cauchemars la nuit après, j'en sais rien. J'ai envie de dire, j'espère. Ouais. Voilà. Voilà. Après oui, c'est clair que c'est un peu strange, c'est pas académique, c'est qu'à de dire, mais encore une fois, quand c'est original, j'ai plutôt envie de dire, ok, j'aime bien qu'ils tentent des trucs plutôt qu'ils ne tentent au moins rien. c'est tenté. Voilà. Au moins c'est tenté. Encore une fois, ce verre à moitié plat. Hein. Ce fameux optimiste d'Amir Alamba. Positive attitude, c'est ça. Alors du coup, ils mettent un peu le suspense, hein, pour Fastlane. Est-ce que Kevin Owens peut effectivement tirer son épingle du jeu et battre Goldberg? Alors suspense, du coup, la question c'est, est-ce que Brock Lesnar aurait intérêt à ce que Goldberg gagne à Fastlane, quitte à intervenir d'une façon ou d'une autre, afin que leur match soit pour la ceinture, dans l'espoir de la récupérer? Ouais, ça pourrait être ça aussi. En termes de logique, je sais pas. Ouais, c'est... Voilà. Suspense, j'ai envie de dire. Réflexion, plein de pistes. On va avancer. Parce qu'il faut bien arriver au bout. On arrive au main event. Braun Strowman donc affronte le Big Show. De retour, le Big Show après plusieurs mois d'absence. Donc c'est le Big Show affiné, hein. Il a perdu peut-être 300 kilos. Donc voilà, les deux monstres vont s'affronter. On a une grosse domination de Braun Strowman.
Donc là vraiment le Big Show il fait rien pendant le début du match, il fait que encaisser les coups. Maintenant à un moment donné on va tenter une superplex du haut de la troisième corde, donc là le public est en feu parce qu'on s'attend à une explosion du ring, hein, sachant qu'ils ont resserré le ring avant le début du match, hein. On a vu les ouvriers s'affairer pour resserrer tout ça, parce que quand le Big Show affronte un autre Golgoth, généralement il se peut que le ring ne tienne pas, comme ça a été le cas face à Brock Lesnar ou je crois contre Mark Henry à une époque. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on est à deux doigts de retrouver ce superplex là, mais finalement c'est contré. Braun Strowman va tenter une descente de la deuxième corde, mais il se prend le knockout punch du Big Show. Donc là le Big Show fait le tomber, compte de 2, ça suffit pas pour battre Braun Strowman. Donc il va tenter un splash, un Vader splash là, Big Show, Vader Bomb plutôt ça s'appelle, pardon. Voilà, il prend appui sur la deuxième corde, il va tenter d'écraser Braun Strowman. Mais au dernier moment, Braun Strowman se relève. Alors il est censé récupérer le Big Show sur son épaule et lui faire le Power Slam. Malheureusement, c'est complètement loupé. Il se tombe un à côté de l'autre. Alors après, Braun Strowman soulève le Big Show. Alors il l'a mal, donc il le prend de traviole. Il finit par l'écraser sur le ring. C'est complètement loupé. Mais le public est en feu. This is awesome. Donc voilà, compte de 2, le Big Show doit susurrer à l'oreille de Braun Strowman, écoute, vas-y, on remet ça, c'est pas grave. Et là, Braun Strowman le relève, il le remet sur son épaule, Power Slam une deuxième fois. Là, c'est le compte de 3 et c'est la victoire claire et nette de Braun Strowman, qui a fait carrément qu'une bouchée du Big Show. La foule est en feu et voilà que débarque Roman Reigns, le Big Dog. Il vient régler son compte à Braun Strowman. Mais Braun Strowman, il défonce la gueule de Roman Reigns. Il le contre. Roman Reigns va essayer de lui placer son fameux spear, mais il se fait contrer par un drop kick out of nowhere maintenant de Braun Strowman qui a fait preuve de beaucoup d'agilité ce soir. Hein. Braun Strowman a fait quelques petites pirouettes dans le ring. Voilà, et ensuite un Power Slam pour bonne mesure. Et voilà, Roman Reigns une nouvelle fois calmé. Braun Strowman une nouvelle fois triomphant. Voilà les images sur lesquelles se termine ce Monday Nitro. Qu'est-ce que t'as pensé de ce finish de ce main event? Il y avait, comme tu le dis, moi ce que j'ai retenu surtout c'est l'agilité étonnante de Braun Strowman. Notamment, je pense que le moment où le public est parti en feu, et jusqu'à la fin du match, ce qui explique peut-être l'échange des ciseaux sommes alors qu'il n'y avait pas vraiment de choses extraordinaires dans le ring, c'était que à un moment donné, Braun Strowman est sur le dos, est allé dans le ring, et puis il se relève avec un petit bond, il fait un petit bond, un saut de lion là, où il retombe sur ses pieds, et là tout le monde a fait wow, et même moi j'ai fait oh putain sérieux. Et du coup il a fait 2-3 trucs, après il prend le bras de Big Show, il lui fait une clé de bras, alors qu'on le voit jamais faire ça. Et là, tu te dis, ok. Ils ont commencé par du map wrestling, hein, carrément. Ouais. Hein. Et là, c'est étonnant. Et je pense que ça a chauffé le public. Et puis de toute façon, faut pas oublier une chose, c'est que le public de catch, comme Vince, aime bien aussi qu'il y ait deux Golgoth qui s'affrontent, deux mecs qui sont plus grands que nature, qui sont taille XXXXXL, parce que de suite, c'est la puissance, c'est des vrais mecs, ça va tabasser, etc. Les coups, même s'ils se mettent des coups de poing, des coups de pied comme les autres, ont l'air plus violents, ont l'air plus puissants. Donc c'est un truc qui marche quoi aussi, cette formule de gros monstres. Donc c'est pour ça je pense que le public était un peu en feu. Le match, moi il y avait des trucs qui étaient impressionnants de voir effectivement déporté, même si c'était foiré sur la fin. Le fait que Strowman chope Big Show sur ses épaules pour faire son running pour slam, ok. Le Big Show lui aussi a fait 2-3 petits trucs, même s'il est beaucoup moins frais, jeune, et performance Strowman il a pas démérité. Donc l'affrontement, on sait c'est un affrontement de deux gros gars super balèzes, donc c'est pas moi mon style de catch que je préfère. Mais il y avait des choses un peu impressionnantes, ça c'est clair. Et quant à l'arrivée donc de Roman Reigns à la fin, merde, le mec Strowman vient de sortir d'un affrontement contre le Big Show. Il s'est pris un knockout punch. Il vient de se battre contre le The World Largest Athlete. Et Roman Reigns qui est censé être un gentil, j'arrive pour te finir. Je vais profiter que t'es fatigué, blessé pour t'en mettre plein la gueule. Mais dans quel monde? À la limite, tu viens sur la rampe, tu nargues, tu fais ok bravo pour ce soir, mais contre moi, t'as aucune chance, d'accord. Mais genre ok j'arrive, je couvre le ring pour te finir à la sortie de ton match,
Merde. Ouais, sans déconner, c'est n'importe quoi. C'est voilà un face valeureux, le héros des enfants, qui vient attaquer un ennemi qui a affronté le World Largest Athlete, et puis qui a fait un match sans bavure, quoi. Il a pas triché, hein. Braun Strowman, il a fait une belle performance. Moi, je l'avais vu en live ce match-là un petit peu, hein, les entraînements qu'il faisait, hein, parce qu'il le faisait en house show quand c'est passé en France. Il avait déjà sorti ses petites pirouettes, la Braun Strowman. Et effectivement, ça, en live, un affrontement des deux Golgoth comme ça, c'était quelque chose, hein. Moi, c'était un des meilleurs moments de la soirée. Il faut voir le ring trembler à chaque fois que Braun Strowman fait une corde à linge dans les cordes sur le Big Show, là. C'est vraiment mis à rude épreuve quand c'est les deux là qui s'affrontent. Et c'est loin d'être dégueulasse quand même ce qu'ils arrivent à faire. Et on voit que Braun Strowman, il en a quand même sous la pédale, hein, j'ai envie de dire. Il est agile, il est rapide. Ils l'ont souligné, hein, ça, au niveau des commentaires. Ouais. Mais on voit qu'on tient quand même un athlète qui est relativement complet, hein, qui est à la fois une baraque, et on est loin du Great Khali, quoi. On est sur quelque chose de costaud. Et voilà, niveau gabarit, il tient la comparaison avec le Big Show, donc c'est non, là ils tiennent. Puis il sait être joyeux, Braun Strowman. Il sait faire de la fête, parce que la première fois qu'on l'a vu à Raw, c'était pas en Braun Strowman, c'était en Rosebud, des espèces de mecs fêtards qui accompagnaient Adam Rose. Donc habillé n'importe comment, vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez une photo avec Braun Strowman déguisé en fêtard qui fait. Une photo en Père Noël aussi qui est assez gratinée. Non, un athlète complet, un artiste complet, un performeur de talent. Et voilà, face à Roman Reigns, il va peut-être pouvoir remettre à sa place le Samoan là que personne n'a réussi à calmer. Non. Je croise les doigts pour une victoire de Braun Strowman. Ça peut être un gros match, hein. Il paraît qu'en house show, il commence à les répéter, ces matchs-là. Et c'est mitigé. C'est les retours qu'il y a. Il y en a qui trouvent que c'est très bien, d'autres qui trouvent que c'est pas terrible. Mais bon, il y a les avis sur les matchs de Roman Reigns, c'est un petit peu difficile à savoir, parce qu'il y en a vraiment qui le détestent et que quoi qu'il fasse, ils diront qu'il est nul. Moi, j'ai envie d'y croire à cet affrontement-là. Je pense que ça va être spectaculaire. Voilà. Et puis bon, pour le coup, là, ça se finit très bien, ce Monday Night Raw, avec cet affrontement de Golgoth, et puis ce Braun Strowman encore une fois triomphant. Ça bave un peu, par contre. Faudrait qu'il fasse attention à arrêter de se baver dessus comme ça pendant les matchs. C'est un peu. C'est pas très cool. Là, pareil, j'étais en train de regarder avec ma copine, elle dit quand même, il pourrait éviter de baver comme ça fait mauvais genre. Mais bon, c'est anecdotique. Il se nommait l'homme monstrueux, alors voilà, c'est dans son gimmick, faut l'expliquer. C'est ça. Ouais, bah après s'il faut tout expliquer, c'est que quelque part ça ne marche pas. Voilà ce qu'il en était de ce Monday Night Raw. C'est l'heure de passer au mot de la fin. Il y a le top, il y a le flop, il y a la note. C'est parti, Amiral. Quel est ton top, quel est ton flop, quelle est ta note? Mon top, segment d'ouverture, Kevin Owens. Super, rien à dire, génial. J'aime le voir comme ça, j'aime voir le champion universel comme ça, qui continue. Mon flop, les champions par équipe contre un seul gars et on voit qu'ils y arrivent pas, qu'ils sont plus faibles que lui. C'est desservir la ceinture. Enfin, les ceintures pour le coup par équipe, et voilà, on n'a pas besoin de ça. Ma note, je dirais 3. 3,25. On va dire 3 parce que 3,25 c'est rien dire, mais 3, ouais. Un bon 3. Ok. Bon, moi l'analyse, tu m'as un peu convaincu, mais au visionnage, j'étais pas très emballé. Mon flop, c'est Big Cass que j'ai trouvé peu convaincant. Comme j'ai expliqué un peu plus tôt, j'espère qu'il va se reprendre un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu usé physiquement, qu'il a un petit peu du mal à suivre le rythme de la WWE. On verra bien. Mon top, c'est Charlie Caruso qui était vraiment magnifique ce soir et j'en redemande. Ma note, c'est pour ça que ta copine elle a pas aimé. Elle a vu que t'étais tout souriant dès qu'il y avait Charlie Caruso à l'écran. Mais attends, mais c'est pour ça qu'il regarde ses émissions en fait. C'est pas pour ce qui se passe dans les histoires dans le ring, c'est juste pour l'intervieweuse avec ses jumeaux. D'accord. Bravo. C'est ça.
Mais il y a rien qui m'a réellement emballé en fait, hein, Ouais. de tout le show, à part peut-être ce main event qui était le plus attendu. Et donc ta note, Kevin Owens, j'ai trouvé. Pardon? Et donc ta note, c'est quoi au final? Et ma note, ouais, on va peut-être pas refaire le monde. Je vais mettre je vais mettre 2. Ah C'est un ouais. peu moins bien que la moyenne. Ouais, non, je suis méchant sur cet épisode. Ouais. Je me suis ennuyé en le Ah regardant bah, et quand je m'ennuie, je suis obligé de mettre en dessous de la moyenne. D'accord, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même supérieur à sur les 10 précédents Raw, il est parmi ceux qui sont les moins mauvais, quoi. Pas comme celui de la semaine dernière qui était vraiment bon, mais en moyenne, j'ai l'impression qu'on voit pire que ça, quoi. Ouais, c'est peut-être la redescente par rapport à la semaine dernière, mais Peut-être. je sais pas, il y a pas eu d'étincelle. Je trouve que tout était convenu, tout était, et puis il y a pas eu de surprise, et puis il y a pas eu de fun. Ça manquait de fun. Et C'était pas même le Kevin festival Owens, de l'amitié, c'est pour c'était trop ça. écrit. C'est fini le festival de l'amitié, le fun est terminé, Ouais, Jericho et Owen sont fini, plus ça, potes. c'est la dépression. Mais ouais. Voilà, mais c'est pas grave, ils vont se reprendre la semaine prochaine. Puis de toute façon, il faut qu'on voit ce système de notes parce qu'il tient pas la route. Euh... voilà ce qu'il en est de Monday Night Raw. Je vous rappelle que vous pouvez nous voir, nous écouter sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch. On est sur iTunes, on est sur PodCloud pour les versions audio. On est sur Twitter, Catch-up CDC. On est sur Facebook, Catch-up CDC. Venez vous abonner à YouTube. Venez sur les Cahiers du Catch, participer au forum. N'oubliez pas le supplément SmackDown. Si vous êtes abonné, vous serez informé de la sortie du supplément. Ça sera incessamment sous peu. Si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez maintenant. Hein, ça suffit les conneries. Et voilà, Amiral, je te remercie beaucoup Mais un pour ta plaisir. participation à l'international. Hein. Passe le bonjour au Mali et à tous C'est ces ça. habitants. Et puis les amis, moi je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao ciao. Salut.